Il dit à Bruno de ne pas être aussi sérieux. Moi, je ne peux pas travailler dans des cas pareils. Tu as vu comme il est sérieux, il dit rien. Alors, bienvenue Alain. Ben merci. Alors je me présente. Merci d'être là. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est très étonnant. Alors je me présente, Alain. Donc on me parlait de ma vie. Alors voilà, bon, j'ai commencé, disons, ma vie commence après. La première chose, c'est que j'ai fait mes études primaires en France, bien sûr, à Aubagne, dans un petit village. Et après mon école primaire, j'ai eu mon certificat. Et je me suis, disons que j'ai mon certificat, mais j'étais nul à l'école. Donc, je ne savais pas écrire correctement. Et j'ai même eu une personne qui est venue me voir, qui a appelé ma mère en lui disant, voilà, mettez plutôt votre fils dans une école d'handicapés mentaux. Donc, ça commençait bien pour commencer sa vie. Donc, c'était un bon démarrage. Et donc, comme on me trouvait que j'étais pas assez bien pour faire quoi que ce soit, donc on m'a mis dans la plomberie, mes parents. Et donc, j'ai fait 3 ans de plomberie, d'apprentissage de plombier que je détestais. Donc, ça, c'est un commencement de la vie qui n'était pas vraiment ce que je désirais faire, mais j'avais quelque chose en moi qui me disait ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, je voulais devenir maître d'hôtel. Ça a l'air étonnant pour tout le monde, mais j'avais 2 envies, être un maître d'hôtel, parce que j'aimais bien travailler. Pour ce que j'avais vu peut-être au cinéma ou à la télé, j'avais envie de travailler dans l'hôtellerie. Et deuxièmement, j'avais envie de voyager. Donc j'ai dit, voilà, pourquoi pas lier les deux, devenir un maître d'hôtel pour pouvoir voyager dans toute la vie. Donc j'ai commencé comme ça. Et j'ai trouvé ma première place à 18 ans, quand j'ai eu la permission de pouvoir partir de chez moi, tout seul. Bonjour. Tout seul en allant en écrivant, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'email, tout ça, donc il fallait écrire des lettres, envoyer des lettres pour trouver du travail. Et j'ai trouvé mon premier travail dans un hôtel. Et j'ai fait des saisons hôtelières. J'ai fait des saisons un peu de partout, au Lavandou, dans des restaurants. Et puis, après avoir fait quelques saisons, j'ai décidé qu'il était temps de construire mon CV, de devenir plus, d'arriver à mieux. Donc, j'ai trouvé une place dans un hôtel de France, Château Hôtel de France, qui m'a permis d'avoir un CV un peu plus équilibré. Et de là, je me suis décidé après, donc je suis allé à Amboise, dans un château hôtel. Et d'Amboise, après ces 2 années à Amboise, où j'ai réussi à passer chef de rang, c'est les qualités supérieures de commis, vous devenez chef de rang. J'ai eu l'envie de dire, la seule chose à faire, comme tous les gens du Sud, on se dit, il faut monter à Paris. Parce que Paris, c'est la grande ville, c'est l'endroit où peut-être votre avenir peut se faire, peut se créer. Donc, me voilà arrivé à Paris. À Paris, je trouve une place comme commis ou au Fouquet's. Je rentre au Fouquet's je travaille au Fouquet's pendant 2 ans. Arrivé au Fouquet's, je m'aperçois que si je veux vivre, si je veux avoir un vécu, si je veux vraiment devenir maître d'hôtel comme je le désire, il faut que j'apprenne l'anglais. Il n'y a pas à tergiverser, il faut que je trouve un moyen. Donc, je trouve une place. Le Fouquet's a un échange entre des Anglais qui viennent travailler en France et des Français qui vont en Angleterre, parce que c'est avant le marché commun. Donc, il faut vraiment que tout soit prêt, il faut un contrat de travail. Et je me retrouve aller à Liverpool. Donc, c'était ton premier voyage? Mon premier voyage, Liverpool. J'arrive à Liverpool, à la gare de Liverpool. Et premièrement, je ne parle pas un mot d'anglais. J'ai un petit dictionnaire que j'ai acheté à la gare pour dire quelques mots. Et j'arrive à Liverpool, je passe mes 2 premières années. J'apprends l'anglais sur place. C'est-à-dire que je travaille tous les jours, je travaille au radar, c'est-à-dire je connais mon métier, donc je suis dans un restaurant, mais je travaille simplement en regardant les gens, où ils vont, pour savoir où est la cuisine. Il a fallu que je trouve par moi-même où c'était. J'apprends à vivre simplement avec les yeux plus qu'avec la parole, puisque je ne peux pas vraiment communiquer. Donc j'apprends à un peu avoir plus de feeling, à savoir ce que les gens vont dire, et à me repérer un peu plus dans le temps sans comprendre ce que les gens disent. Et petit à petit, pendant ce temps-là, à la maison, je regarde la télé tous les jours et toutes les nuits,
j'apprends moi-même, par moi-même. Au bout de 3 mois, je commence à un peu bafouiller l'anglais. Au bout de 6 mois, ça va beaucoup mieux. Je rencontre ma première femme, qui est donc à Liverpool, parce que, donc c'est là. Je rencontre ma première femme, c'était avant Grèce. Je rencontre qui est ma femme maintenant. Et donc, me voici à Liverpool. De Liverpool, je dis, il faut partir de Liverpool pour aller sur Londres. Parce que comme on a dit, Paris était très important. Londres est aussi important parce que c'est toujours la création de mon CV. Pour moi, c'est mon Graal. Je veux arriver à créer quelque chose. Et vous savez, quand vous avez fait des études, vous passez le bac, vous passez des BTS, vous passez des choses. Comme j'ai rien, donc il faut que je crée quelque chose aussi, quelque chose que je puisse prouver que je suis valable pour pouvoir réussir. Donc je monte à Londres et je travaille au Claridge à Londres, qui est un palace, pendant 6-7 mois. De là, ma fiancée de l'époque décide qu'elle veut apprendre l'allemand, parce qu'elle a un bac, donc elle connaît déjà l'allemand. Elle dit, on va aller en Allemagne. Donc je pars mon second voyage, je me retrouve en Allemagne. Pas du tout envie d'aller en Allemagne. Non, je suis allé parce qu'elle avait envie d'apprendre l'allemand, de continuer l'allemand. Moi, je ne connaissais pas un mot d'allemand. Bon, j'ai dit, ça fait rien, on verra bien. Donc je me retrouve à Liverpool. De Liverpool, je me retrouve à Düsseldorf, en Allemagne, à Littleton de Düsseldorf. Et encore, on recommence la même histoire. Il faut apprendre. Et j'apprends l'allemand. La seule chose qui me sauve un petit peu, c'est que j'ai déjà appris quelques astuces de comment apprendre l'anglais, puisque j'ai appris par moi-même. Donc, on commence à créer une construction, comment on fait. On apprend les 4 premiers verbes les plus importants, les 10 premiers verbes les plus importants, puis on commence à construire autour de tout ça. Et je me mets à l'allemand. Et j'apprends une chose importante dans l'allemand, c'est qu'il faut attendre la fin des phrases pour savoir ce que les gens ont voulu dire, parce qu'ils mettent leur verbe à la fin des phrases. Donc, surprise, surprise. Tant que vous n'avez pas la fin de la phrase, vous ne savez pas ce qu'ils racontent. Et j'apprends que c'est comme ça. Et au bout de 6 mois, je me débrouille à parler allemand plus ou moins bien. Et au bout d'1 an, je parle mieux. Après avoir pris mon allemand, Paris. Après avoir pris l'allemand, donc, je me retrouve que je veux rentrer un peu en France. Je vais en Suisse d'abord. En Suisse, je travaille dans un hôtel parce qu'ils me proposent de devenir assistant maître d'hôtel. C'est ce qui est pour moi quelque chose d'important, puisque ça veut dire que je passe de chef de rang à ce que je m'approche de ce que je désire faire. Donc, je fais 6 mois en Suisse en tant qu'assistant maître d'hôtel. Et là, par hasard, je trouve qu'il y a une possibilité d'apprendre la cuisine. En faisant une formation pour adultes qui fait partie de ce que vous travaillez. Comme je suis dans l'hôtellerie, j'ai le droit de faire une formation pour adultes payée par l'État pendant 1 an pour faire cuisinier. Et je me dis, en tant que restaurant, si je veux être un maître d'hôtel, quelqu'un qui connaît la cuisine, c'est quand même mieux que quelqu'un qui ne la connaît pas. Donc, je fais 1 an de cuisine. Je passe mon diplôme de cuisinier. Je rentre sur Paris. Et là, sur Paris, je fais un petit stage parce que c'est obligatoire pour mon diplôme. Et ensuite, je suis à la recherche de ma grande place, du rêve de ma vie, c'est-à-dire d'un grand restaurant. Donc, je fais le Doyen, je fais le Maxime, je fais tous ces jeux, je ne trouve pas de travail. Et je me présente à la Tour d'Argent. Et à la Tour d'Argent, par hasard, ils ont une place de chef de rang qui se libère. Et je rentre à la Tour d'Argent je rentre à la Tour d'Argent comme chef de rang. Et là, j'ai 29 ans déjà. Me voici donc à la Tour d'Argent et je reste 3 ans et demi à la Tour d'Argent et deviens maître d'hôtel. Donc ça, c'est une première étape, enfin maître d'hôtel à la Tour d'Argent. Ma femme travaille à Paris et moi, je suis maître d'hôtel. On se marie à cette époque-là avec ma première femme. Merci. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en étant maître d'hôtel, tout va bien. Pour moi, c'est le Graal. Je suis content. Je suis arrivé à ce que je veux. Tour d'Argent, c'est vraiment un très bel hôtel, un restaurant merveilleux. Et au bout de 3 ans et demi, ma femme n'a plus envie de vivre en France. Elle dit, il faut qu'on parte. On va partir quelque part. Et voilà, alors j'écris ça, c'est ma seconde partie, j'appelle ça les voyages. Donc comme elle n'a pas envie de rester en France, elle me dit, on va partir où? Je dis, je ne sais pas où tu as envie. On va aller au Brésil. Donc je quitte la Tour d'Argent, tout seul comme ça. Je dis, au revoir. Hein. Les gens me disent, mais vous êtes complètement fou, vous avez une belle place. Je dis, on va voir, on verra bien.
Et on se retrouve au Brésil. On achète 2 billets d'avion, aller-retour, bien sûr. Quand on est fou, il faut être quand même un peu sérieux. Un aller-retour. On arrive à Rio de Janeiro, on loue un appartement pour 3 mois pour trouver du travail, parce que bien sûr, je n'ai pas de travail du tout. Et je ne parle pas le portugais, étrange. Et je me retrouve à chercher du travail et apprendre le portugais en même temps. Donc les 2 premiers mois, c'est un peu dur, on commence à être désespéré. Ma femme encore plus que moi. Et j'apprends, même pendant ces 2 mois, j'apprends le portugais. Je me présente au Rio Palace, à Copacabana. Et là, je trouve une place étrange pour Gaston Lenôtre, qui avait ouvert un restaurant dans le Rio Palace qui s'appelle le Précathlon, comme le Précathlon de Paris. Donc, me voici devenu directeur du Précathlon de Paris pour Gaston Lenôtre. Oh, chance, comme ça. Donc, je continue à apprendre mon portugais et continue en même temps à gérer un restaurant de quand même 200 places avec une trentaine de personnes sous mes ordres. Donc, ça demande du travail, ça demande à travailler plus qu'eux. Et en même temps, ça demande aussi d'apprendre le portugais, mais aussi apprendre à connaître les gens. C'est très important de connaître les gens parce que c'est justement là, c'est là d'ailleurs que vous apprenez plus la langue. Et en même temps, vous apprenez le feeling, comment le parler, mais aussi comment connaître les gens et à vivre avec eux et pouvoir faire confiance aux gens qui vont venir travailler avec vous. Parce que c'est le seul moyen, tout ça, vous n'y arrivez pas du tout. Et me voici donc. Au bout de à peu près 2 ans, ma femme décide que le Brésil, ce n'est pas pour elle. Elle stresse trop, ce n'est pas formidable. Et je trouve par hasard un headhunter, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, headhunter, ce sont des gens qui trouvent des travails pour vous dans les pays différemment, qui m'appellent, qui me disent « Alain, j'ai une place pour toi formidable, c'est à Hong Kong. » Ah, pourquoi pas Hong Kong, bon. Et me voici parti comme directeur de restaurant à Hong Kong, au Mandarin. Je ne savais même pas que le Mandarin, c'est un des 3 grands palaces de Hong Kong. Vous n'avez jamais vu le restaurant avant? Ah ben il n'y non. avait pas d'Internet? Ah non, il n'y avait ni Internet. Donc, j'ai lu sur un guide Michelin où c'était, c'est déjà pas mal. Puis, j'ai dit, c'est là. Puis, c'est un grand palace, mais bien sûr, on ne sait rien sur le palace, on ne sait pas ce que c'est. Et je me retrouve, un billet d'avion, on se retrouve là-bas. Et je me retrouve en train de travailler au Mandarin Hotel, qui est un des plus grands hôtels de Hong Kong à cette époque. Il y avait 3 grands palaces, comme directeur. Alors, c'est du stress, c'est dur parce que c'est grand chic, grande classe. Et en même temps, c'est très intéressant. Et en faisant ça, on me propose d'apprendre l'étude de l'onologie du vin. C'est des cours particuliers, en plus de mon travail, bien sûr. Et je prends un certificat pour devenir sommelier. Je deviens sommelier en même temps que directeur de restaurant. Donc, j'ai le droit d'être sommelier. J'ai appris mes vins, tout ça. Donc, j'ai une plaque en me disant, voilà, maintenant, j'ai un diplôme de sommelier. Donc, les 2 ans se terminent. C'était formidable. Tout va très bien. Malheureusement, l'hôtel, au bout de 2 ans, dans ces hôtels, on vous renvoie. Non pas parce que vous n'êtes pas bon, mais parce qu'ils aiment bien changer les gens dans le directeur de restaurant pour que le restaurant reste toujours un peu différent. Donc, je me retrouve sans travail. Nous rentrons en France. Et de là, de France, à Paris, ça ne nous intéresse pas. Je trouve une place à Madère, sur l'île de Madère, dans un superbe palace de Madère, où je suis directeur des restaurants à Madère. Donc, je parlais portugais, mais le portugais du Brésil et le portugais de Madère, c'était complètement différent. Donc, il me faut une adaptation. Bon, ça se passe pas très mal. Madère est magnifique, des fleurs de partout, un hôtel en haut d'une colline avec des jardins de partout, des gens, une clientèle qui vient tout d'Angleterre, qui reste là pendant des mois, un mois entier, qui s'habille le soir en costume de soirée, avec les dames en robe de soirée, tout ça, parce que c'est grand chic. C'est quand même 40 ans avant, donc c'est tout à fait différent de maintenant. C'est vraiment une ambiance formidable. Et à Madère, tout se passe très bien pour moi, je suis heureux, tout va très bien, mais ma femme n'aime plus du tout. Donc, on retrouve une place et j'ai encore une proposition de mon headhunter qui me dit « Alain, puisque tu n'aimes pas Madère, je t'ai trouvé une place à Singapour. » Ah, j'ai dit « Tiens, Singapour. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et Singapour, voilà qu'il s'ouvre à Singapour un Westin. Un Westin, c'est les hôtels américains de très grand luxe. Un Westin de 500 chambres. Et ça, il s'ouvre en 2 phases.
une phase, un premier parce que c'est tellement grand. Donc, la première année, je me trouve directeur d'un restaurant français grand chic en luxe à Singapour, dans cet hôtel, parce que la deuxième partie n'est pas encore finie. Et la deuxième année, j'étais déjà contracté pour pouvoir. Ils vont créer une tour de 70 étages. Et l'hôtel-restaurant, l'hôtel et le bar va être au 70e étage de l'hôtel. Donc, ça, avec la vue sur tout Singapour. Sous le port. Sur tout, on voit tout Singapour et c'est sur 3 étages. Et je me retrouve avec 50 personnes sous mes ordres pour créer l'ouverture de ce bar et de ces restaurants sur tous ces étages avec un ascenseur qui monte là-haut en 17 secondes. Ça faisait partie du petit clip important. Et donc, bien sûr, tout ça, quand je parle maintenant, ça paraît facile, mais tout ça, c'est avec du stress et c'est avec beaucoup d'angoisse, parce que les ouvertures, c'est toujours angoissant. Mais c'est aussi tellement intéressant. Donc, je fais ces 2 années-là. Et puis, au bout de 2 années, ben, ça s'arrête parce que ma femme veut rentrer en France, ça ne marche plus très bien déjà. Et moi, je dis, bon, on va faire la dernière folie de ma vie avant de rentrer. Me voici parti à Tokyo. Pourquoi pas Tokyo? Parce que je suis fou, parce que j'ai toujours envie, depuis que j'étais gamin, d'apprendre le japonais. Pourquoi? J'en sais rien. Les mangas, peut-être. Donc, me voici parti à Tokyo. Mais alors là, c'est plus le grand luxe, c'est plus de trucs. Je me retrouve comme serveur dans un petit restaurant le soir, un petit restaurant français à Roppongi, à Tokyo, pour pouvoir faire des études, parce que j'ai un visa d'étudiant. Et dans la journée, je vais apprendre le japonais pendant 1 an. Donc, le matin, je vais faire mes études, apprendre à écrire et à parler japonais. Et le soir, je vais travailler dans mon restaurant français. Au bout d'1 an, je suis fauché, mais alors complètement fauché. Mais j'ai appris un peu de japonais, je suis content de ce que j'ai appris. J'aurais pu faire mieux, mais 1 an, c'est pas assez, mais c'était très bien, c'était très excitant, très agréable. J'ai adoré. Et voilà, je me dis, bon, ben, on n'a plus d'argent, on rentre en France. Donc, je rentre en France, vu que je suis déjà sur un point de divorce. À la place de rentrer sur Paris, je me retrouve à Biarritz. Pour moi, c'est facile, c'est la France. Donc, je suis maître d'hôtel à Biarritz. Et de là, je vais commencer ma deuxième partie de la vie, qui va être la partie avec Grèce. Me voici que de Biarritz, je me retrouve une place en 90. Je trouve une place à Hong Kong. On me dit, Alain, il y a une place à Hong Kong dans un Conrad Hotel. Les Conrad, c'est les anciens, c'est des Hilton. Mais sur l'Asie, ça s'appelait Conrad à cette époque, parce qu'ils avaient changé de nom. Et l'adresse est assez impressionnante pour moi, parce que c'est un endroit où, à l'époque, j'étais en 80, puisque j'étais déjà là-bas, c'était une montagne. Il n'y avait rien dedans. Il y avait des maisons, mais il n'y avait pas d'hôtel. Et ils ont construit, en 10 ans, ils ont construit 3 hôtels de luxe sur cet endroit-là. Me voici directeur dans un hôtel au Conrad comme directeur de restaurant. Donc ça va. Mais en 90, il se passe qu'il y a la guerre du Golfe, si vous vous souvenez peut-être. Il y a la guerre du Golfe, et la guerre du Golfe, ça veut dire que, je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis tellement loin, je dis, oh, ça ne va pas nous affecter. Malheureusement, du jour au lendemain, au bout d'1 an, on se retrouve que tous les expatriés sont renvoyés. Plus de travail. On vous dit, messieurs, c'est terminé pour vous, votre contrat est terminé, puisque comme on n'a plus d'occupation dans l'hôtel, il faut que vous partiez. Donc, je me retrouve sans travail en me disant, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je cherche à droite et à gauche, je suis en stress, et je trouve du travail à Xi'an. Je ne sais pas si vous voyez les terracotta, peut-être. Vous savez, au milieu de la Chine, en plein milieu de la Chine, au fond de la Chine, là-bas, là où ils ont les terracotta, qui fait bon. Et je me retrouve là-bas comme directeur FMI, c'est-à-dire qu'à la place d'être un directeur de restaurant, je suis directeur en charge de tout l'hôtel pour ce qui est nourriture et boissons. Bon, bah, bonne chance, vas-y. Donc, je travaille, je fais mon travail, je travaille jour et nuit puisque j'habite dans l'hôtel. Donc, je suis à la merci de tout le monde, écoute téléphone de droite et de gauche. Je fais des trainings pour le personnel, je leur apprends le vin, je leur apprends le service. J'ai à peu près 70 personnes sous mes ordres, donc faut que je suis là du matin au soir et j'apprends aux gens à travailler. Je leur apprends l'anglais, alors que moi, elle n'est pas formidable, mais pour eux, c'est déjà bien. Certaines d'eux parlent déjà très très bien anglais sans jamais être sortis de Chine, parce que c'est le grand communisme, ils n'ont pas encore de passeport, ils ne sortent pas de la Chine. Donc, et pendant ces 2 années, ça se passe comme ça. L'hôtel se vend, du jour au lendemain aussi.
Et on me dit, puisque l'hôtel est vendu, malheureusement, le nouvel hôtel qui va s'ouvrir a déjà son propre personnel, donc je n'ai plus de travail. Hop, que faire? Et je pars à Pékin. Pourquoi pas? C'est pas trop loin. Me voici donc à Pékin. À Pékin, je travaille dans un restaurant pour le SAS, pour une compagnie suédoise, pendant 1 an. Ensuite, je veux terminer mes papiers de divorce pour pouvoir marier Grace. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre en Suisse où un ami travaille, qui a un restaurant. Je travaille chez lui et en même temps complète tous les papiers nécessaires pour que le divorce soit vraiment terminé. Donc, je fais les papiers nécessaires. Quand tout ça est fait, me voici de retour à Hong Kong. Et à Hong Kong, quand je suis de retour à Hong Kong à cette époque-là, je trouve une place, Grèce est déjà là, et je trouve une place à Macao. Ben oui, parce que pourquoi rester à Hong Kong si on peut aller voir encore quelque chose d'autre? Et Macao, à cette époque-là, est encore portugais. Donc ça m'arrange. Il y a le côté portugais, il y a le fait que je parle anglais. C'est un hôtel, c'est le Mandarin Hotel que j'avais travaillé avant, qui a ouvert 2 restaurants, qui a 2 hôtels à Hong Kong. Donc moi, je travaille dans un petit hôtel à Hong Kong pour le Mandarin, et Grace, elle travaille dans un autre. Donc, on travaille pendant 3 ans et demi à Macao. À Macao, pendant ce travail-là, je m'occupe de toute la restauration de mon hôtel. Et au bout de 3 ans et demi, on se dit pas, on a une chance et une malchance, mais bon, c'est comme ça la vie. On trouve un partenaire et on se dit, allez, on y va, maintenant tu vas avoir ton propre restaurant. Waouh! Allez, une aventure, ça va marcher, c'est sûr. Et on part à Shanghai avec Grace, avec nos partenaires, on met tout notre argent dedans. Le partenaire, on trouve une place dans Shanghai, on ouvre notre restaurant, le partenaire s'occupe de la décoration, de tout ce qui est, s'occupe des papiers malheureusement aussi, et moi je dessine le restaurant, je dessine la cuisine, j'emmène mon propre chef qui travaillait avec moi à Macao, et nous ouvrons le restaurant qui commence à marcher super bien. On a fait un petit restaurant, ça s'appelle un café bistrot français, et ça marche très bien, donc tout se passe très bien, on est heureux, c'est très dur, mais on est heureux parce que c'est à nous, c'est ce qu'on croit. Et au bout d'1 an, patatrac, on s'aperçoit que les papiers étaient faux, on n'a plus de restaurant, il ne nous appartient pas, la pauvre Grèce. À la place de nous appartenir, il appartenait qu'à l'autre personne, parce que les papiers, les avocats, tout avait été pipé, et comme on était assez naïfs, on se retrouve du jour au lendemain sans. Et on n'a même pas le droit de rester à Shanghai. Pourquoi? Parce que comme je n'ai plus de travail et que je ne peux pas prouver que c'est mon restaurant, je me retrouve comme on a 1 semaine pour quitter la Chine. Alors Grace et moi, du jour au lendemain, on pleure bien sûr, parce que c'est normal, on ne va pas dire qu'on rigolait à cette époque-là, on se retrouve, on quitte Shanghai pour rentrer à Hong Kong. Nous voici revenus à Hong Kong, plus de sourire, tout se passe bien comme vous avez vu avant. Avant, tout allait dans le sens, et là, tout va dans le sens opposé. Et donc, on se retrouve à Hong Kong. À Hong Kong, Grace retrouve du travail, la pauvre, parce qu'il faut qu'elle travaille pour nous deux. Moi, je vis chez mes beaux-parents. En plus de ça, je suis déprimé. Mais ce qui se passe de plus, c'est qu'en plus de ça, ils me font une chose horrible. C'est que pendant 6 mois, je n'ai pas le droit de travailler à Hong Kong. Parce qu'il faut d'abord que j'ai ma carte pour pouvoir travailler. Donc, comme je n'ai pas de travail pendant 6 mois, je me retrouve prisonnier de Hong Kong, prisonnier dans ma chambre, sans travail. J'ai dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Où on se laisse aller, où on peut... Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me décide à faire une autre chose, parce que je trouve que dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui fait, c'est d'apprendre. Je ne dépasse pas le temps encore, non? Ça va? Hein? Alors, je trouve que si je ne fais pas quelque chose de ma vie pendant ces 6 mois, je vais déprimer complètement et je vais me jeter dans le port de Hong Kong. Donc, qu'est-ce que je fais? J'apprends le cantonais. Je dis, tu as 6 mois de ta vie, apprends le cantonais. Et je me mets à fond dans le cantonais. J'apprends à parler et j'apprends à écrire. J'apprends les caractères chinois. Je vais à la bibliothèque tout seul parce que quoi faire? Je vais à la bibliothèque, je récupère tous les bouquins que je trouve sur l'écriture chinoise, sur le cantonais, sur le mandarin, et je commence à apprendre tous les jours à écrire et à parler, à écrire, à parler.
et je fais des listes et des petits carnets. J'ai des tas de carnets encore à la maison qui traînent. Et j'apprends jour par jour les écritures, comment ça s'écrit, comment ça se parle. Et je fais ça pendant 6 mois, puisque je n'ai rien d'autre à faire. Donc pendant 6 mois, j'apprends, ce qui m'a permis après de pouvoir converser avec mes beaux-parents, de pouvoir parler un peu mieux en cantonais avec Grèce aussi, donc des fois on parle. Bon, mon cantonais est loin d'être parfait, mais disons, j'ai une communication beaucoup plus importante. Et j'arrive à parler avec les gens, ce qui est bien, pas formidable, mais bien. Quand ces 6 mois d'emprisonnement sont terminés, je trouve un petit travail à Hong Kong, il y a un endroit, ça s'appelle Roppongi. C'est un endroit où il y a tous les petits restaurants français, italiens. Tous les gens vont là, c'est chic. Et je fais le tour, je fais la tournée dès le premier jour où j'ai le droit de travailler, je fais la tournée toute la rue. Et je trouve un travail comme cuisinier. Bon, il n'y a rien d'autre, mais fier de moi, j'ai du travail. Je rentre à Grèce, je dis voilà, maintenant j'ai trouvé du travail, je suis cuisinier. Et bien sûr, ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie, mais me voici en train de faire des cuisiniers. Après cette année de cuisine, bon, on me propose d'être directeur de plusieurs restaurants pour un monsieur qui est dans une petite rue de Hong Kong. Il a 6 restaurants différents. Donc je l'aide il a 2 restaurants italiens, donc je l'aide. Je suis directeur des 2 restaurants en même temps. J'apprends aux gens les vins, puisque je leur apprends le vin, le service et tout ça. Après, on ouvre un petit restaurant français que je décore et que c'est moi qui fais les menus, tout ça. Après, on fait un petit restaurant japonais, parce que comme j'avais vécu au Japon, donc on fait un petit restaurant japonais avec ce monsieur. Un petit bar américain et un restaurant vietnamien que tout lui appartient. C'est tout petit, c'est des trucs de 20 places, de 30 places, mais tout dans la même rue. Et le monsieur, il a acheté tout ça, tac, 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 et il fait ça. À cette époque-là, après, c'est un peu la fin, je commence à être vraiment déprimé. Et je dis à Grèce, le grand fin de ma vie, je dis à Grèce, on rentre en France. Parce que comme je suis dans la déprime, mon argent passe plus dans les psychiatres. Donc je ne me sens pas bien du tout. Et c'est là où je m'aperçois maintenant, le grand truc que j'ai, c'est qu'il faut dire merci à Grèce, à ma femme, que j'adore, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est elle qui lâche tout. Bon, moi, je rentre en France. Bon, il me semble que tout va aller bien. Mais Grèce, elle vient, elle quitte sa famille, elle se retrouve à Paris, toute seule. Elle ne parle pas un mot de français. Donc, c'est le compte à rebours. C'est moi qui allais dans les autres pays. Et là, c'est Grèce qui se retrouve toute seule, perdue à Paris. Et là, j'essaye de trouver des grands boulots. Et je me dis, t'en fais pas, Grèce, avec tout le CV que j'ai, je vais arriver à quelque chose de merveilleux. Mais malheureusement, toutes les portes se ferment. Tous les CV ne marchent pas. Pourquoi? Parce que j'ai passé un certain âge, parce que je ne suis plus à la mode, parce que les gens ont peur de ce que j'ai appris. Je savais pas, à mon début, je ne savais pas qu'en savoir trop, c'était aussi mauvais que de ne pas en savoir assez. Quand les gens voient mon CV, c'est ou il en sait trop et puis il va prendre notre place, ou sinon on ne veut pas le prendre. Et je me retrouve que tous les grands hôtels ne me veulent pas. Bon, pourtant, je parle les langues étrangères, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, je suis sommelier, mais non, j'arrive à rien. Et donc, je suis obligé de me rabattre dans l'intérim. Et me voici devenu serveur intérimaire, aller promener d'un restaurant à l'autre, en allant le matin faire le serveur dans un restaurant et dans un autre, pendant que Grèce, elle apprend le français. Après, je trouve une place, je fais de l'intérim à l'Idéine Bougival, qui est pour moi vraiment rien du tout par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et encore, pendant cet intérim, il faut que je passe 3 mois à souffrir pour arriver à trouver une place, un CDI, vous avez dit, n'est-ce pas? Ouais, parce que c'était moi, je savais même ce que ça voulait dire. Donc, enfin, mon premier CDI. Je suis tellement fier. Après 3 mois, j'ai réussi à avoir un CDI, ce qui est important pour moi. Donc là, me voici. Et encore, il va me falloir encore 3 ans de chef de rang pour pouvoir devenir maître d'hôtel dans un endroit horrible. C'est-à-dire horrible, pas en rapport avec ce que je désirais faire, et dans une mentalité que je m'aperçois que c'est plus du tout ce que j'aimais dans l'hôtellerie d'avant. Et donc, je travaille là pendant mes 10 dernières années, jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire presque jusqu'à maintenant, quoi. Et jusqu'à 70 ans, je travaille pour pouvoir obtenir une petite retraite, puisque j'ai que 20 ans de retraite à la place puisque j'ai batifolé toute ma vie dans d'autres endroits. Et donc, à 70 ans, j'arrête. Grèce a travaillé avec moi, ses 10 ans de sa vie avec moi dans le même hôtel, ce qui ça m'a permis de l'aider un petit peu parce que
elle avait toujours quelqu'un pour la réconforter. Et donc, on finit comme ça. Et l'hôtel vient de fermer. Au Covid, l'hôtel a complètement fermé. Donc, Grèce s'est retrouvée en chômage technique. Et moi, je me suis retrouvé à la retraite. Et voilà. Ma vie s'est passée comme ça. Maintenant, je suis à la retraite. Je vais à la gym et je rencontre des gens comme Bruno qui me font parler aujourd'hui. Je vous en remercie tous. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux quand même, non, hein? Et voilà, c'est un grand plaisir. Si vous aviez une petite phrase pour conclure. Oui, en fait, pour conclure. Un conseil ou quelque Ben, un chose. conseil, c'est de toujours croire qu'on peut y arriver, de savoir, d'apprendre toujours quelque chose, parce qu'apprendre est très important, ça vous permet de tenir le coup. Et deuxièmement, il y a certains moments dans la vie où il faut savoir faire les bons choix. Bon, on le dit toujours après, mais c'est vrai que parfois il faut savoir dire non. Vous voyez, si peut-être à ma première femme j'aurais dit non à certaines choses, ma vie aurait été différente. Mais sans regret, puisque, vous voyez, il y a toujours le pour et le contre, parce que si vous dites non à quelque chose, vous ne savez pas ce qui va se passer après. Mais la première, c'est toujours vouloir apprendre, toujours croire qu'on peut faire quelque chose. Et que même si on vous a dit que dans la vie, vous ne pouvez pas arriver parce que vous ne savez rien, parce que vous ne savez pas écrire ou parce que vous êtes un peu nul, ce n'est pas vrai. Parfois, ce que vous ne savez pas un jour, le lendemain, vous pouvez l'apprendre. Et voilà. Continuez. Merci beaucoup. De rien, voilà. On va conclure sur cette jolie phrase. Merci. Et merci pour Mais cette de rien. intervention. C'était très intéressant. Ne me dites pas la prochaine, je ne pourrai plus, j'ai qu'une seule vie. Qui sait. Et j'ai eu une réponse de certaines personnes qui ont participé au Zoom, qui ont dit bravo, qui ont trouvé ça super inspirant et qui ont adoré. Ben, merci beaucoup à eux. Sur ce, on va tous se quitter. Je vous souhaite une bonne journée à tous et merci d'avoir participé au Café Inspirant. Merci Merci bien. à vous.